sang bleu. Et les rois du football, c'est beau, c'est merveilleux. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, sinon, finalement, nos problèmes techniques ne sont pas résolus. Si, ça y est, ça fonctionne. Eh bien, on est désolé ce soir. On a pratiquement 30 minutes de retard parce qu'on a eu un gros souci, un gros problème technique à la radio. Donc, voilà, on s'excuse en tout cas pour ce retard. Eh bien, ce soir, on va parler de la Ligue 1 au programme, un petit coup de Ligue des Champions. On va parler également Ligue 2 avec le FC Sochaux-Montbéliard, mais le match n'a pas eu lieu contre Auxerre. On reviendra un peu sur ce qui s'est passé justement en Ligue 2 avec notre invité Aurélien Fèvre qui viendra nous parler justement de ce match exceptionnel qu'ont vécu en tout cas tous les supporters qui étaient du côté du stade Marcel Vercher avec ce match, avec cette victoire des hommes d'Hervé Della Maggiore avec ce 5-4 contre l'AC Ajaccio, club qui a affronté la semaine dernière justement le FC Sochaux-Montbéliard. On reviendra, pas de National 2 ni 3 ce soir. Fred me contredira. Bonsoir à tous. On donnera juste le programme du week-end qui va venir, vu qu'il y a une journée de championnat. C'est ça, on reviendra là-dessus. Ensuite, on parlera du handball avec le SBF qui a battu l'équipe de Bourg-de-Péage. C'était ce week-end au Palais des Sports. Et la défaite du Grand Besançon du handball qui avait lieu ce vendredi. Dédié cette émission à un joueur qui a disparu, le capitaine de la Fiorentina, Davide Astori, dont les obsèques auront lieu ce jeudi matin. Joueur de 31 ans, oui, qui est décédé ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche. Oui, Fred, tu voulais dire, vas-y. Hier, il n'y avait aucun match de calcio en Italie, de calcio ce week. Oui, tous les matchs ont été reportés. Justement, on va écouter parce qu'il y avait un beau reportage qui a été fait, enfin reportage, on va dire qui évoquait un peu la carrière du joueur de la Fiorentina du côté de Tribune Sport sur Bein Sport. Et je trouvais que c'était assez sympa et on va l'écouter. Stupeur, la tristesse, voire l'incompréhension saisit toute l'Italie et le monde du football ce matin en apprenant le décès de Davide Astori à Udine où la Fiorentina devait jouer cet après-midi. Le match a bien sûr été reporté comme tous ceux qui se disputaient ce dimanche. À Gênes, le Genoa devait affronter Cagliari, l'un des anciens clubs d'Astori. A seguito del decesso improvviso del calciatore Davide Astori e su disposizione della Lega Serie A, in intesa con FIGC e i presidenti delle due società, la partita Genoa-Cagliari viene rinviata a data da destinarsi. Si invita il pubblico a lasciare ordinatamente l'impianto sportivo. Grazie. Le défenseur central avait fêté ses 31 ans le 7 janvier dernier, né dans la petite ville de San Giovanni Bianco à 60 km de Milan. Il est d'ailleurs formé au Milan AC mais ne portera jamais le maillot rossonero en Serie A. C'est en adversaire qu'il foule la pelouse de San Siro. Le premier véritable club de sa carrière, c'est Cagliari. Il va jouer 6 ans au sein du club sarde, où son sens du placement et de l'anticipation dans le vrai style italien font merveille. Il porte parfois le brassard de capitaine. 3 buts en tout et des passes décisives grâce notamment à la précision de son pied gauche. Ici, c'est Ibarbo, le Colombien, qui en profite. Son talent lui ouvre les portes de l'équipe nationale. Époque Prandelli, première sélection en mars 2011 contre l'Ukraine en amical. Il y aura 13 autres caps. À partir de 2014, Astori va passer 2 saisons en prêt. D'abord à la Roma, il va marquer un but dans la saison, valable pour quelques centimètres, sur le terrain de l'Udinese. Sous les ordres de Rudy Garcia, Astori joue aussi cette saison-là 2 matchs de Ligue des Champions et 2 matchs de Ligue Europa où la Roma se fait sortir par la Fiorentina, son futur club. Florence, Astori y arrive en 2015 et très vite s'installe comme une pièce maîtresse de la défense. Cette saison, par exemple, il a joué les 90 minutes de tous les matchs de la saison en Serie A, sauf un match à la Sampdoria où il est suspendu. Sinon, donc, il est inamovible et porte depuis le début de la saison le brassard de capitaine. Il a marqué un but en tout début de championnat sur le terrain de Vérone. Son dernier match de Serie A, c'était donc dimanche dernier. Il fait la passe décisive sur le but splendide de Biraghi. À Florence, comme dans toute l'Italie, il faudra du temps avant de réaliser que Davide Astori n'est plus là. Oui, on voulait parler, bien sûr, revenir sur
ce drame du côté de l'Italie et du côté donc, du décès de David Astori, le capitaine de la Fiorentina. C'est parti, on va commencer par la Ligue 1. On va déjà arrêter le générique. Hein. Même s'il est sympa le générique, on va peut-être quand même l'arrêter à un moment donné. On va parler de la 28e journée de Ligue 1. Après le programme de la Ligue des Champions, on va en parler en même temps. On va tout mélanger car, hélas, ce soir, on a pris quand même pas mal de retard. On va envoyer le jingle tout de suite Ligue 1. On commence par la Ligue 1 et on commence par le match qui avait lieu donc ce vendredi. C'était Nice qui recevait Lille. Lille mal en point en championnat, qui avait besoin en tous les cas de se rattraper, on va le dire ça comme ça, de se rattraper du côté de l'Allianz Riviera. Mais finalement, ça ne s'est pas fait pour les Lillois qui s'inclinent 2-1. Un but signé, il ne fallait pas être en retard au stade, dès la 5e minute de jeu par Mario Balotelli. Et ensuite, c'est Luis Arroyo, l'homme en forme du côté de lui. Il marque pas mal en ce moment. Mais c'est finalement Willian Cyprien qui, à la 80e minute de jeu, donne l'avantage à cette équipe de Nice et surtout la victoire. On va écouter la réaction tout d'abord de Lucien Fabre, l'entraîneur niçois. On a pris ce but et on s'est dit « faut y aller ce coup-là !» C'était sa réaction en conférence de presse. Et Christophe Galtier également, qui lui me dit on n'est pas récompensé avec cet état d'esprit, ça va aller, je sais que les supporters sont inquiets, mais ils vont le faire du côté de Lille. Ça tient à rien encore une fois. Je trouve qu'on a bien entamé le match, on marque très vite c'est clair, après on a continué, on vient 1-0 à la mi-temps, on voulait marquer le deuxième de façon patiente et intelligence, et puis au contraire c'est nous qu'on prend le 1-1, et puis là, il y a une magnifique réaction, parce qu'on n'a pas baissé la tête, baissé les bras, de nouveau un goal qu'on peut éviter, et puis une très bonne réaction avec pas mal d'occasions, et puis voilà, à la fin on gagne 2-1, c'est quand même mérité sur l'ensemble du match, même si c'était très très difficile. Oui, caractère, mais on est resté dans le jeu, on s'est dit, on prend un but là, et maintenant il faut réagir. J'aime pas trop le terme réagir parce qu'on doit toujours agir, quoi. Mais c'était pas mal, quoi. C'est une défaite, une de plus, une encore avec 2 buts encaissés. Mais même si évidemment il n'y a pas de points, et c'est très difficile d'aller chercher des motifs de satisfaction, j'ai trouvé les joueurs très concernés, très déterminés, très solidaires les uns envers les autres pour obtenir un bon résultat. Ils ont tout donné à l'image des guerriers sur les dernières minutes. Voilà, l'esprit était là. Je sais que nos supporters sont inquiets. Certains ont même peur. Salut, ça va ? Je peux les comprendre. Si les joueurs y mettent autant dans les matchs qui vont arriver, je reste persuadé qu'on aura des victoires et qui nous permettront d'espérer se sortir de cette situation-là. On l'espère en tout cas pour Christophe Galtier On espère en tout cas pour Christophe Galtier et cette équipe de Lille, car Lille est pour le moment 19e avec 27 points. On part cette fois-ci, on va pas très loin, on va du côté de Monaco. Monaco qui recevait Bordeaux. Et c'est Stevan Jovetic à la 45e qui ouvre pas le score, qui va égaliser. Mais avant ça, il y avait Valentin Vada qui a ouvert le score pour cette équipe de Bordeaux à la 32e minute de jeu. Et c'est finalement René Lopez à la 68e qui inscrit le second but de ce match et donne la victoire aux Monégasques. On va écouter les réactions de Fabinho qui lui dit on a les occasions et c'est ça le plus important. Et Gaëtan Laborde, l'attaquant de Bordeaux, pour le moment on est un petit peu en manque de points. On a commencé très bien ce match-là. Comme tu as dit, on a fait le jeu, on a proposé, on a créé plusieurs occasions. Malheureusement, ils ont pris les scores premièrement. Mais voilà, c'est bien d'avoir force pour faire le match nul.
Et voilà, il faut continuer d'essayer de jouer, que les occasions vont venir comme dans le premier mi-temps. Oui, c'est bien, on bouge, il y a des mouvements, il y a des latéraux qui apportent aussi offensivement. Et il y a des occasions, c'est le plus important. Après, il faut être attentif défensivement aussi, parce qu'ils sont une équipe dangereuse. Et voilà. On a été plutôt efficace avec ces buts en première mi-temps, mais voilà, détermination, je sais pas, plein de petites choses qui font que derrière, on mérite la défaite. Ça va être serré, maintenant nous, on sait d'où on vient, et on va falloir vraiment faire match par match et grappiller des points, parce qu'on en manque de points. On est en manque de points, comme le rappelle Gaëtan Laborde. On passe cette fois-ci aux rencontres qui avaient lieu ce samedi et on commence par la rencontre entre Troyes et le Paris Saint-Germain qui s'est soldée par la victoire des Parisiens 2-0. Les Parisiens qui recevront le Real Madrid ce mardi. Et on va commencer, ça commence dès la 47e minute de jeu. Et oui, il a fallu attendre une mi-temps pour que le PSG inscrive le premier but par l'homme en forme du côté de Paris, Angel Di Maria. On a également ensuite un jeune joueur, Nkunku, qui va marquer à la 77e minute de jeu. Et finalement, ce sera le score final pour cette équipe de Paris. Alors, on va entendre les réactions de Jean-Louis Garcia, l'entraîneur troyen, qui lui, il se plaint de l'arbitrage. En ce moment, c'est un peu monnaie courante. Mais pour lui, la logique est respectée. Et Kurzawa, qui lui, il dit d'habitude, on marque plus rapidement. C'est vrai qu'avec Paris, ça va plus vite. Mais cette fois-ci, ils ont dû attendre une mi-temps. Je pense qu'on a fait une première mi-temps qui est plus que correcte et même très intéressante pour une équipe comme la nôtre face à une telle cylindrée. On est avec eux à la mi-temps, on a eu quelques situations en attaque rapide intéressantes, pas joué avec toujours de la justesse. Le gardien était dans le match sur les quelques frappes et les quelques situations dangereuses du PSG. Donc voilà, on était dans notre plan de jeu. Mais je trouve que mon équipe est restée cohérente quand même à 1-0. Bien entendu, je regrette énormément ce deuxième but qui est entaché, qui ne voit pas la faute, la légère faute de Meunier sur Pelé. Je veux bien. Mais la position de hors-jeu, c'est pas possible. Je veux dire, nous, on a mis au parc à 0-0, on a mis un but valable et l'arbitre nous a signalé hors-jeu. Et là, il y a hors-jeu, il est hors-jeu de 50 bons centimètres par rapport à la ligne défensive. Et l'arbitre valide le but. Donc écoutez, on ne peut rien faire contre ça. Ça les fait de jeu pour vexer personne. Donc ça devient trop dur. Le deuxième but nous fait très très mal. Alors après, par contre, s'il marque un troisième qui est complètement valable, je pense que peut-être l'assistant a voulu se rattraper. Parce que là, pour le coup, il est couvert de 2 ou 3 mètres et il a signalé en jeu. Donc bon, mais malheureusement, après la logique est respectée. La logique est respectée. On a préparé le match, on savait que ça allait être compliqué et qu'il fallait être patient. Et on a été patient et on a réussi à marquer à la reprise de la deuxième mi-temps. Généralement, on marque un peu plus tôt, mais là, on a eu un peu plus de difficultés. Et quand on a ouvert le score, après, on a su dérouler et mettre le deuxième et être tranquille pour la fin. Tranquille pour la fin. Alors, moi, Fred, j'ai concocté, on va dire, une équipe parisienne qui pourrait ressembler à celle que pourrait aligner Emery demain. Tu vas me dire si tu es d'accord. Et puis vous, auditrices et auditeurs, dites-moi si vous êtes d'accord avec l'équipe composée au 03 81 50 67 51. Le téléphone refonctionne en tous les cas. Parce que s'il commence à marcher, ça va être compliqué. Mais en tout cas, il refonctionne. C'est le terme technique. Déjà, il n'y aura pas Neymar dessus. Alors, moi, j'ai mis Areola dans les buts. Ça, c'est un classique. Dani Alves sur le côté avec Kurzawa, les deux côtés. En défense centrale, Silva, Marquinhos. Là-dessus, il n'y a pas de... on va dire, il n'y a pas de surprise. Ensuite, milieu de terrain, Mota, Verratti et Rabiot. Et ensuite, devant, Mbappé, Cavani et Di Maria. Je pense que ça pourrait ressembler à l'équipe type contre le Real demain. Bon, il faut qu'il gagne 2-0. Hein. Faut pas qu'il prenne de but en tout cas. 2 buts sans en prendre un, c'est l'objectif. Voilà. Oui, c'est ça. Sans en prendre un, c'est vrai que c'était l'objectif. Sinon, ça accumule encore plus. Oui, c'est vrai. Allez, on revient cette fois-ci à la Ligue 1 et on repart. On avait fini avec 3 Paris Saint-Germain, mais on continue avec cette équipe de Metz. Metz mal en point en championnat qui devait se reprendre en recevant Toulouse. Toulouse également mal en point, Metz 20e. Et Toulouse était 17e avant cette rencontre. Et c'est finalement Metz qui va ouvrir le score dès la 32e minute de jeu par Nolan Roux.
Et c'est finalement Adou, à la 84e minute de jeu, qui va arracher le point du nul pour cette équipe de Toulouse. Décidément, Metz n'a pas de chance en ce moment. Déjà, à Guingamp, il s'était fait rejoindre 2 buts partout dans les arrêts de jeu. Et puis là, contre Toulouse, eh bien, c'est rebelote. Ils n'arrivent pas à garder le score et c'est bien embêtant. On va entendre tout de suite les réactions de Mathieu Dossevi et Nolan Roux. Qui disent bien sûr qu'on croit encore au maintien, heureusement, mais ça fait mal à la tête ce match nul, ainsi que Michael Debev qui lui en tout cas dit que ce soir Toulouse a perdu 3 points. On a lâché, donc c'est encore des points de perdu en route dans notre objectif de maintien, même s'il était déjà infime, voilà, à chaque fois ça se réduit, donc ça fait mal dans les jambes, mais ça fait aussi très mal dans la tête. Oui, on y croit, parce que encore comme à Guingamp, on a mené 2 fois au score, on se fait rejoindre 2 fois, et ce soir on mène au score, on fait tous des efforts, il n'y a personne qui a triché, malheureusement à 10 en deuxième mi-temps, on a beaucoup défendu, et ça a été dur de trouver des occasions, et puis Toulouse a poussé, et marque aussi un peu comme Guingamp à la fin, donc c'est vrai que mentalement c'est dur parce qu'on fait des efforts et encore on ferait pas les efforts, on prendrait des buts, on saurait pourquoi, mais là ce soir c'est un bon coup à jouer aussi de Toulouse qui a su trouver les décalages, mais la frustration c'est clair qu'elle est là. Grosse déception ce soir, grosse déception. On était venu pour gagner, pour prendre les 3 points de la victoire. Ça n'a pas été le cas parce qu'on a été inexistant sur la première mi-temps dans tous les sens du terme, donc finalement on a dû s'employer en deuxième mi-temps et tenter beaucoup de choses, pour pouvoir revenir et repartir au moins avec un point, mais une grosse frustration de n'avoir pris qu'un point, même si en face on avait quand même une équipe qui était valeureuse et qui nous a fait douter sur la première mi-temps, qui a aussi marqué, et même à 10 on a eu du mal à trouver des solutions, donc grosse déception ce soir. Grosse déception pour l'entraîneur Michael Debev, l'entraîneur du TFC. On part du côté de Saint-Étienne, du côté des Verts, qui eux remontent au classement. Alors, juste pour vous dire en tous les cas que Toulouse est 17e avec 29 points, alors que Metz, lui, est toujours bon dernier, 20e avec 20 points. En plus, ça va bien, 20e, 20 points. Pas mal, hein, n'est-ce pas, Fred ? Mais après, ils peuvent encore se maintenir. Bien sûr, c'est jouable. Hein. C'est jouable. Il n'y a que 7 points d'écart avec Lille. Il y a 9 points d'écart avec Toulouse, premier non relégable, bien sûr. Pour Lille, ça se complique vraiment. Hein. Pour Lille, oui, ça commence à être très, très, très compliqué. Non seulement sur le plan sportif. Entre oui, c'est ça. Toulouse, oui. Sur le plan sportif, mais non seulement aussi sur le plan financier, car il faut rappeler que pour le moment, ils sont rétrogradés. Ils sont rétrogradés en Ligue 2, voire en national même. voire même national. Donc tout va dépendre de l'argent qu'il va falloir trouver. On part cette fois-ci du côté de Saint-Étienne, avec Saint-Étienne qui recevait Dijon qui joue bien, Dijon qui marque des buts. Et c'est Dijon qui va ouvrir le score par Julio Tavares à la 32e minute de jeu. Mais c'est finalement Robert Beric à la 45e. Robert Beric à la 45e qui, en tous les cas... oui, qu'est-ce que tu me dis, Fred, là, parce que je ne comprends pas ce que tu me dis. Il me fait des grands signes. Il me fait des grands signes. Il y a déjà un premier auditeur qui téléphone. Donc... Oui, on prends-le, demande-lui. Fais la causette un petit peu. Tu sais faire la causette. Allez, on va justement à Saint-Étienne. Oui, je disais Robert Beric qui va égaliser à la 45e minute de jeu. Et c'est finalement Wesley Saïd qui va redonner l'avantage à Dijon 2-1, avant que Robert Beric à la 61e n'égalise pour Saint-Étienne. Et on va en rester là, 2 buts partout. En tout cas, il y a eu des buts du côté du stade Geoffroy Guichard. On va écouter la réaction de Jean-Louis Gasset qui lui dit sur le match: on a eu la possession ce soir, il ne faut pas s'enflammer, un match reste un match. Et Baptiste René, on est capable de tout. Et vous allez écouter aussi Wesley Saïd, le buteur, qui lui dit ce soir, on prend quand même un bon point du côté de Saint-Étienne. Oui, mais c'est des valeurs que peut-être on n'avait pas il n'y a pas si longtemps que ça. On ne l'a jamais. Chaque fois qu'on a la même mise sur le jeu parce qu'on a eu la possession de la balle et qu'on se crée des occasions, c'est là qu'il faut être encore plus attentif parce qu'on sait que la moindre erreur, le moindre mauvais placement va se payer. C'est souvent comme ça le football, c'est un match. Je positiverai en disant qu'on continue notre série, même si on voulait rentrer dans
dans cette première partie de tableau. Je suis pas abattu par le comportement des joueurs, ils n'ont jamais abandonné. Et on est allé chercher ce petit point et on s'en contente. On a 35 aujourd'hui, il reste 10 matchs. À ceux qui disaient en gagnant 1, 2, 3 matchs, on va être 5e, quand je disais rester les pieds sur terre, je sais très bien qu'un match n'est jamais perdu. Et on l'a prouvé, même contre des équipes qui jouent la Champions League. Mais un match n'est jamais gagné parce que les gens sont comme nous et qui veulent s'en sortir. Oui, mais vous savez, on est capable de tout. On est capable de sortir des gros matchs comme de passer à travers. Donc voilà, il faut pas non plus s'enflammer. Mais ce soir, on peut être satisfait de ce qu'on a fait. Et comme je l'ai dit, si on gagne contre Amiens samedi, on aura bonifié ce point pris à Saint-Etienne. Je pense que c'est un sentiment mitigé parce que je pense qu'à un moment, on aurait pu prendre le dessus parce qu'on a réussi à chaque fois marquer avant l'adversaire. Mais le fait d'être rattrapé à chaque fois, c'est sûr que c'est un sentiment un peu mitigé, mais on va pas être gourmand, c'est quand même un bon point pris ici. C'est un bon point pris pour Wesley Saïd, bien sûr, c'est toujours un bon point. Hein. Un bon point pris du côté du stade Geoffroy Guichard. On part, et pour vous dire quand même que Saint-Etienne est 13e avec 35 points, alors que Dijon est 10e avec 36 points. On part cette fois-ci du côté d'Angers. Angers qui marche plutôt bien. Angers qui s'est imposé à Lille le week-end dernier et qui voulait, dans son stade, refaire la même chose. Eh bien, c'est fait. Angers a battu Guingamp 3-0 et ça commence dès la première minute de jeu. Donc là, il fallait vraiment pas être en retard du tout. C'est Flavien Tête qui va inscrire, qui va en tout cas ouvrir le score pour les Angevins. Et c'est ensuite Karl Toko Ekambi, l'homme en forme. En fait, tout a été marqué aux premières minutes de ce match et aux dernières minutes. C'est Karl Toko Ekambi qui, à la 89e minute de jeu, inscrit le second but pour cette équipe d'Angers. Et bien imité une minute après par Ismaël Traoré à la 90e. Et c'est Angers qui s'impose 3-0. On va écouter les réactions de l'entraîneur Stéphane Moulin qui lui dit: on a su allier la manière et le résultat. 2 matchs d'affilée, ça fait longtemps que ça nous était pas arrivé. En tous les cas, bravo à cette équipe d'Angers. Et Antoine Camboiré, on n'a pas retenu les leçons du dernier match et on a été puni face à une équipe qui joue le maintien alors que Guingamp est un peu plus tranquille cette saison. Ouais, après, on fait ce qu'on sait faire. Donc quand on met les bons ingrédients, on connaît la recette. Et quand on met les bons ingrédients, on peut être déçu du résultat, mais pas de la manière. Et ce soir, on a su allier les deux. Donc, et ça fait plusieurs matchs que c'est comme ça. J'avais dit après le match de Saint-Etienne, j'avais parlé de match référence. Pas évident de parler d'un match référence quand on l'a perdu, mais les joueurs sont restés sur la voie qui nous semble être la meilleure pour nous, et on est récompensé 2 fois de suite. Ça fait du bien parce que c'est la première fois qu'on gagne 2 matchs d'affilée et on les gagne au bon moment. Donc ça, c'est important. Je dirais que l'ampleur du score est anecdotique, sauf que c'est presque 4 points ce soir. Ça, c'est pas... On renforce notre goal average. On est l'équipe qui a le meilleur goal average des 10 dernières équipes. Quand on sait que ça peut se jouer là-dessus à la fin de la saison, c'est important de se donner une chance supplémentaire. Il faut féliciter ce groupe qui, comme je l'avais dit, il y a un moment maintenant, ne lâchera rien. Et il confirme qu'il ne lâchera rien. C'est clair que cette entame de match, elle est catastrophique. Parce qu'à l'arrivée, on perd. Autant contre Metz, on a fait des entames de mi-temps identiques, mais par contre, on a été capable de revenir au score. Que là, on a été puni. On n'a pas retenu la leçon du dernier match. Un score très sévère, mais bon, tout le mérite revient à cette équipe d'Angers qui joue en ce moment pour leur survie, et ça s'est vu. La différence, ça se fait là. Une équipe qui a très peur de ne pas descendre. Bah oui, la différence, elle se fait là, dans l'envie. Quand on joue le maintien, c'est ce qu'il faut mettre. Justement, on en parlera avec Aurélien Fèvre tout à l'heure et le club du Football Club Bourg-en-Bresse Péronas. On part du côté d'Amiens, cette fois-ci. Amiens qui recevait Rennes. Et c'est Rennes qui va s'imposer 2-0. Des buts signés par l'inévitable Wabi Kazri à la 41e minute de jeu. Et également Ismaïla Sarr à la 86e. Et ça fait 2-0 pour cette équipe de Rennes.
On va écouter la réaction de l'entraîneur amiénois Christophe Pélissier qui lui dit on a montré qu'on sera là, on prend 2 tirs contrés dans cette rencontre. Et on va entendre les réactions de Wabi Kazri et Benjamin André. On leur pose la question à tous les deux, on leur parle d'Europe. Non, on prend les matchs les uns derrière les autres. Oui, grosse frustration parce que on rentre à la mi-temps en étant mené 1-0. Je pense qu'on aurait dû logiquement ouvrir le score sur cette première mi-temps. Et puis on sait très bien que, et notamment dans ces matchs-là, quand une équipe ouvre le score, elle est dans une situation beaucoup plus confortable. Rennes l'a montré en deuxième mi-temps en mettant un bloc bas avec leurs attaquants rapides qui ont joué les situations de contre. Et nous, on a été plus en difficulté. Voilà, c'est le résumé du match. Je crois que sur l'investissement collectif, sur ce qu'on a fait, on ne peut pas reprocher grand-chose aux joueurs, mais il y a de l'efficacité, il y a de la rigueur dans les dernières passes, il y a des rigueurs sur des gestes défensifs parce qu'on prend un but à une passe, je disais, et surtout deux tirs contrés qui font but. Donc voilà, ce soir, c'était pas en notre faveur. Et c'était l'occasion aujourd'hui dans un stade plein avec une ambiance de faire un bon match. Et je crois que la première mi-temps, honnêtement, a été de qualité, peut-être une de nos meilleures ici. Donc voilà, on se créant beaucoup d'occasions, mettant beaucoup de situations. Mais c'est comme ça le football. La semaine dernière, on a eu la chance de marquer juste avant la mi-temps et on sait ce qu'il est advenu après. Même si Nantes avait dominé, ce soir, c'est contre nous. Nous, l'équipe a montré que ce soir, elle était prête à lutter jusqu'à la fin. Parce que voilà, on a quand même bousculé sur la première mi-temps, sur un terrain difficile, on a bousculé l'équipe de Rennes. Donc, a montré qu'on était là et qu'on sera là. Ouais, on a 15 points de Paris, on va essayer de les titiller. Non, je rigole. Non, franchement, on prend les matchs les uns après les autres, sincèrement. On sait que ça peut aller très vite. Non, on n'est pas officiellement candidat à l'Europe. Ce qu'on a envie de faire, c'est de remporter chaque match. Surtout d'améliorer notre bilan à domicile. À l'extérieur, il est plutôt bon, mais à domicile, ça reste quand même assez faible. Donc voilà, on a la réception de Saint-Etienne la semaine prochaine qui est très très importante. Après, on se déplacera à Bordeaux et il y aura une trêve. On fera les comptes après. Il y aura une trêve, on fera les comptes après en ce qui concerne Benjamin André. Eh bien oui, cette fois-ci, on part au dimanche. Dimanche, il y avait 3 rencontres, dont la première débutait à 15h. Et c'est l'équipe de Caen qui recevait Strasbourg. Et c'est Caen qui va s'imposer dans cette rencontre. C'est Enzo Crivelli avec un très bon mouvement qui va ouvrir le score dès la 43e minute de jeu. Ça fait 1-0 juste avant la mi-temps. Et ensuite, en fin de seconde période, c'est Gilbert, le tout jeune professionnel, qui marque son premier but en Ligue 1 à la 87e minute de jeu. Et ça fait 2-0 pour cette équipe de Caen. On va écouter les réactions de Patrice Garande qui lui dit les joueurs ont envie de rester en Ligue 1 et ils sont surtout attachés à ce club. Et Thierry Lauré, on a commis une erreur, c'est ça, le sport de haut niveau. Important de valider des choses. On s'est fixé un tableau de marche. Pour l'instant, on n'est pas vous dire qu'on est en avance, mais on est en plein dedans avec un mois de mars qui arrive où, dans ce qu'on a prévu, il est même possible de rien prendre au mois de mars. On a déjà ce qu'on avait prévu. Donc ça, c'est fantastique. Mais les joueurs ont envie d'aller chercher les choses, de faire les choses. Ils ont tous envie qu'on fasse une 5e année en Ligue 1 et je le dis, je le redis, même si ça peut paraître complètement exagéré pour certains, mais en tout cas, faire une 5e année, c'est un exploit. Dis aux joueurs, vous avez déjà fait un exploit, c'est que vous allez faire une demi-finale de Coupe de France, que le Stade Malherbe de Caen n'a jamais fait, et vous allez faire en sorte que le Stade Malherbe de Caen soit 58 en Ligue 1, ce qui n'a pas été fait dans les années. Donc voilà, donc à un moment donné, les joueurs, ils ont envie aussi de marquer l'histoire, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, de prendre part justement à la vie de ce club, et voilà, parce qu'ils y sont aussi attachés. Une déception, forcément, mais je dirais que c'est somme toute logique dans le sens où quand je vois le peu d'occasions que s'est créé Caen, mais les possibilités qu'on leur a laissées malgré tout, c'est le haut niveau, voilà. Quand tu laisses des occasions à ton adversaire, même si tu n'en laisses qu'une ou deux, avec une ou deux occasions, il est capable de se servir et d'inscrire un but et donc forcément de faire la course en tête. Et c'est ce qu'il fallait éviter aujourd'hui, surtout contre cette équipe caennaise. Entre deux équipes qui ne se sont pas trop exposées, il y en a une qui a commis une erreur à un moment donné. Voilà, pour moi, c'est l'histoire du match. C'est l'histoire du match pour Thierry Lauré. C'est vrai que le premier but, c'est une erreur. Ils se sont fait avoir, les joueurs de Strasbourg. Et ça a profité à Enzo Crivelli. On part cette fois-ci du côté du stade de la Mosson avec Montpellier qui recevait l'Olympique lyonnais. Et ça va finalement s'achever par un match nul, un but partout. Oui, tu voulais dire quelque chose, Fred ? En plus, parce Comment ?
sous des trompes d'eau en plus ce match. C'est vrai, qui pleuvait et il y avait. Il avait fait très mauvais en plus. Et il y avait encore, il y avait encore en plus des restes de neige dans le stade de la Mosson, voilà, donc c'est fou, voilà, il neige maintenant dans le sud. Et, bon, nous on a eu aussi notre lot. Comme dirait l'autre, non, c'est vrai que c'est pas monnaie courante. Hein. Allez, on va justement vous donner, ça démarre vite parce que c'est Mbenza du côté de Montpellier qui va ouvrir le score dès la 7e minute de jeu. Montpellier mène 1-0 et ensuite l'Olympique lyonnais va monter en puissance et c'est Mariano Diaz sur un bon débordement d'Oussem Aouar qui donne un superbe ballon à Mariano Diaz qui n'a plus qu'à le pousser au fond des filets. Mais des fois, c'est ça le plus difficile à la 58e minute de jeu. Et on va en rester là, un but partout. Mais il y a un fait de jeu quand même dans ce match. Alors, penalty ou pas penalty, c'est justement ce que dit Michel Derzakarian. Il y a Marcelo qui est venu tacler les deux pieds en avant. Il est venu tacler le joueur montpelliérain en pleine surface. Et il en veut à l'arbitre sur le penalty. Pour lui, il y a penalty, mais comme Montpellier n'est comme Montpellier, oui, après, bon, il prend quand même le ballon, mais bon, c'est quand même litigieux. C'est quand même les deux pieds en avant, donc c'est forcément litigieux. Et on va écouter également Bruno Genesio qui lui dit on s'en sort bien avec ce point au vu de la physionomie. Puis la Ligue des Champions, non, la Ligue des Champions, ce n'est pas encore fini pour Lyon. Il faut dire les choses aussi, il faut que vous relatez les choses aussi. Les faits de jeu, ils ne sont contraires. Non, même si Lyon aujourd'hui a des occasions, mais à un moment donné, quand il y a un pénalty pour nous, on siffle pénalty. On siffle pas pénalty. C'est la même situation contre nous, je ne sais pas si siffle pas pénalty. Mais c'est Montpellier. Voilà. C'est Montpellier, il n'y a pas assez de monde dans le stade, il n'y a pas assez de bruit, on ne siffle pas. Et ça me gonfle, parce que je perds des points. Pour moi, il y a pénalty, quoi. Il y a un pénalty pour nous. On ne vient pas me dire qu'il n'y a pas de pénalty, c'est incroyable. Il ne pas siffler pénalty. Il tacle, il prend tout, il enlève tout, il tacle les deux pieds en avant. Pour moi, comment pas siffler pénalty sur une situation comme ça? C'est contre nous, il y a peut-être carton rouge et pénalty. Franchement, il faut qu'il revoie les images. C'est-à-dire, nous, il faut quoi quand on casse une jambe d'un de nos joueurs pour qu'il siffle pénalty? Il faut arrêter depuis le début de saison. Je me répète, mais c'est incroyable. J'ai dit cette semaine, dans tous les championnats, les grandes équipes elles sont toujours avantagées. Je ne me suis pas trompé. Alors concernant la Ligue des Champions, non. Il n'y a rien qui est terminé. Quel que soit le résultat de ce soir, rien ne sera définitif. J'ai déjà dit que tant que mathématiquement on pourra espérer être sur le podium, on y croira jusqu'au bout. Concernant le match de ce soir, je pense qu'on a eu une entame difficile avec un but encaissé qui nous a certainement un petit peu coupé les jambes dans la situation dans laquelle on est. Mais j'ai beaucoup aimé la réaction de mon équipe à partir de la 25-30e minute du match, où on a repris les choses en main, on a fait preuve de maîtrise, on s'est créé, je pense, pas mal d'occasions, on a réussi à revenir au score, et on aurait pu, avec un petit peu plus de justesse, l'emporter. Mais je pense que si on doit avoir des regrets sur cette série, c'est pas ce soir qu'on doit en avoir, parce que c'est un bon point compte tenu du contenu du match. Alors oui, c'est un bon point compte tenu du match, oui, parce que les Lyonnais auraient pu perdre cette rencontre. Mais on va justement suivre le dernier match de cette 28e journée avec l'Olympique de Marseille qui recevait Nantes. C'était important pour cette équipe de Lyon qui est à l'affût de cette troisième place. Eh bien, ça a fait un match nul, un but partout. On va dire que les Marseillais s'en sortent très très bien avec Léo Dubois qui marque le premier but, le néo-lyonnais, on va dire, parce que l'année prochaine, il sera du côté de Lyon, qui marque dès la 11e minute de jeu. Et c'est finalement Florian Thauvin dans les arrêts de jeu qui va marquer, en tout cas qui va inscrire l'égalisation pour cette équipe marseillaise. Et on va entendre tout de suite les réactions de Dimitri Payet qui lui dit on est récompensé parce qu'on a poussé dans cette rencontre, c'est mérité. Et Valentin Rongier, le milieu de terrain de cette équipe de Nantes, il y a des choses positives dans cette rencontre, il ne faut pas tout jeter, mais c'était quand même l'OM en face. C'était difficile dans la mesure où on a été mené rapidement et le scénario s'apprêtait parfaitement à ce qu'ils étaient venus faire. Donc après voilà, on a essayé de courir, on a couru derrière le score durant tout le match et je trouve que c'est plutôt pas mal qu'on a été récompensé. Je pense qu'on a mis un peu plus de rythme en seconde période. On a eu des occasions, mais malheureusement ce soir on n'a pas su faire le dernier geste décisif. Je pense qu'à l'image de l'action
je frappe dans Luis. C'est un peu à l'image de notre réussite offensive ce soir. Mais je l'ai dit, voilà, je pense que cette égalisation est amplement méritée. Et je pense que la façon dont le match s'est déroulé avec ce but dans les dernières minutes, ça nous récompense de notre abnégation ce soir. Ouais, il y a de la frustration, surtout d'encaisser un but comme ça en fin de match. Après, en étant lucide et en revoyant les images, il y a aussi un penalty qui aurait pu être sifflé pour Marseille. Ça, il faut pas l'oublier. On est fiers de l'état d'esprit qu'on a montré. Il fallait qu'on réagisse depuis le début de l'année. Ce qu'on faisait, c'était pas suffisant. Et même si ce soir on repart d'ici avec seulement un point, il y a des choses positives. C'était Marseille en face, c'est quand même les troisièmes du championnat, pardon. Donc voilà, il faut continuer sur cette voie-là. Ils font continuer sur cette voie-là du côté de Valentin Rongier et de cette équipe de Nantes. Alors Marseille qui est 3e avec 56 points. On va vous donner le classement. Premier Paris Saint-Germain avec 74 points. 2e Monaco 60 points. 3e Marseille 56 points. 4e Lyon 51 points. Donc rien n'est perdu. Il n'y a que 5 points entre les deux équipes. Et on a également 6e Rennes avec 41 points. Oui, Fred. Oui, à mon avis, l'Olympico qui aura lieu dans 15 jours va être déterminant aussi entre les deux clubs. Ah bah, c'est sûr que si Marseille l'emporte, ils vont faire un trou et ça va être difficile à combler ensuite, même s'il reste encore quelques journées. On va vous donner le classement aussi en bas de tableau avec 3 qui est 18e avec 28 points, 19e Lille 27 points et 20e Metz avec 20 petits points. On en a terminé avec la Ligue 1. On va passer directement à ce qui s'est passé du côté de la Ligue 2, car il y a eu des choses intéressantes. Oui ? On peut parler un petit peu de Ligue des Champions auparavant. Allez, vas-y un petit peu. Vite fait, vas-y. Alors déjà, on va donner les 4 matchs qui auront lieu cette semaine, avec tout d'abord demain soir Liverpool qui recevra le FC Porto. Et le gros match qu'on a parlé tout à l'heure, c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit le Real Madrid. Alors justement, tu parles du Paris Saint-Germain, on va parler du Paris Saint-Germain, on va parler de ce qui va passer en Ligue des Champions. On va parler surtout de Neymar qui s'est fait opérer. Et vous allez entendre le professeur Saillant qui parle justement de ce qui s'est passé, en tout cas ce qui concerne l'opération de Neymar, mais surtout tout ce qu'il y a eu à côté. Neymar Junior a été opéré aujourd'hui à l'hôpital Mater Dei à Belo Horizonte, comme vous le savez. L'intervention a été menée par Rodrigo Lasmar, parfaitement bien, et c'est parfaitement réalisé. Elle a consisté en la pose d'une vis et d'une greffe au niveau de la lésion du 5e métatarsien droit. La rééducation va être débutée en post-opératoire immédiat, sous le contrôle, sous la direction de 2 physiothérapeutes du Paris Saint-Germain. Ce n'est que dans 6 semaines qu'un nouveau bilan sera fait et qu'il sera alors possible de vous donner une date possible de reprise de l'entraînement. Il est absolument impossible de vous donner le moindre détail autre avant ce délai de 6 semaines. Je voudrais ajouter juste 2 commentaires. Le premier, c'est de remercier très sincèrement Rodrigo, tout son team, toute l'organisation du Mater Dei Hospital pour son accueil et la qualité du management avec laquelle ceci a été réalisé. Le deuxième commentaire serait de vous dire que, contrairement à tout ce qui a pu être écrit ou dit, depuis l'instant zéro de l'accident de Neymar jusqu'à présent, les décisions prises, ce qui a été fait, ce qui sera fait ultérieurement, l'a toujours été en plein accord avec Neymar, bien sûr, sa famille, tout le staff du PSG, staff médical, organisation et direction et présidence du PSG, ainsi que les représentants de la CSAO. Il n'y a absolument aucune divergence, contrairement à ce qui a pu être écrit. Aucune divergence, en tout cas, ce qui a pu être écrit, c'est ce que disait, rappelait le professeur Saillant, professeur éminent qui a opéré beaucoup de joueurs, notamment Ronaldo, pas le Ronaldo du Real Madrid, hein. Ronaldo, le Brésilien. Ex-madrilène aussi, tiens, en parlant de Madrid. C'est ça, c'est ça. Et l'Inter de Milan, entre autres aussi.
Alors, est-ce que tu nous as tout dit sur la Ligue des Champions? Non, j'en ai encore 2 autres. Allez, vas-y. En parlant de Neymar, je crois que sa saison est presque terminée. Oui, fait. c'est carrément terminé pour lui. Alors, je reviens aux 2 autres. Alors, maintenant, les 2 autres matchs qui se joueront après-demain, mercredi, à 20h45, comme ceux de demain. Manchester City recevra le FC Bâle et Tottenham recevra la Juve. Eh bien voilà, c'est parfait en tous les cas pour cette présentation des matchs. Allez, cette fois-ci, on va passer à la Ligue 2. On va retrouver le jingle qui va bien. C'est parti pour la Ligue 2. On va vous donner le programme de ce qui s'est passé en Ligue 2 ce week-end avec tous les résultats de cette 28e journée. Avec tout d'abord le Gazélec, Ajaccio et Lens qui font match nul, 1 but partout. On a également Orléans qui est allé s'imposer du côté de Valenciennes 1-0. Niort est allé battre Quevilly 2-1. Clermont Foot a battu Reims 2-1. Et Bourg-Péronas a battu l'AC Ajaccio. Justement, on en parlera avec Aurélien Fèvre dans quelques instants. Il y a des petits soucis également de ce côté-là. Finalement, ce soir, on est épargné de partout. On n'est pas épargné en tous les cas. Allez, on passe à Châteauroux qui a battu Nancy 1-0. Et Tours est allé, c'est la surprise. C'est la surprise. Tours est allé battre Brest 3-1. Et ce samedi, Lorient est allé... Non, ça c'était le 26. On va pas revenir en arrière. Et c'est ce samedi 3 mars, c'est Nîmes qui a battu le Paris FC 2-1. Et le match entre Sochaux et Auxerre qui devait avoir lieu ce vendredi 2 mars a été reporté à une date ultérieure. Un match où les conditions météo n'étaient pas favorables et la Ligue, l'arbitre en tout cas de cette rencontre, a reporté ce match. En tout cas, c'est une bonne chose, le report de cette rencontre. On va parler, comme il ne s'est pas passé grand-chose sur Sochaux, mais par contre, il y a eu une petite anecdote, on va dire, avec Zakaria Berdic, qui était l'invité de nos confrères sur SFR et qui parlait justement d'un match amical. Et vous allez écouter, c'est assez sympathique en tous les cas. C'est pas Thomas Berdic, il n'est pas joueur de tennis, il est joueur de foot, Zakaria. Est-ce que vous avez une anecdote de vestiaire pour nous, un truc qui vous a peut-être marqué dans les différents vestiaires par lesquels vous êtes passé? Bon, une anecdote non, mais puis c'est une situation assez cocasse. C'était en début de saison là, avec Sochaux. On était en stage avec l'équipe en Allemagne. Donc on avait une après-midi un peu libre. On se retrouve dans une sorte de plage. On voit une personne dénudée, une famille dénudée. On se dit, oh, on est où ici? Emmanuel Petit. Et puis on avance, puis on voit des gens dénudés. Et au final, on se retrouve dans une plage nudiste. Ah merde. Et ce jour-là, je devais faire un footing avec un collègue à moi. Donc on part dans un bois avec le préparateur physique. Pendant qu'on fait ce footing, on voit des gens comme ça, tout nus comme ça. Et c'est vraiment bizarre. Putain, on regarde dans la plage, arrivé, ça. dénudé. C'était où ça? En Allemagne. Ah ouais? Donc on voit des gens comme ça, on était vraiment choqués. C'était où ça? Je pense que c'était à Fribourg. En Allemagne? C'est juste à côté. Les Allemands, ils aiment bien. Et on était vraiment... La plage naturiste. Ouais, choqués. Au début, on voit une personne, deux personnes, on se dit bon... Fallait t'intégrer. Quand tu vas dans un pays, c'est à toi de t'intégrer. Par la suite, on m'a dit que pour eux, alors que c'était pas... C'était normal, quoi. Ouais. Ça nous est jamais arrivé ça en stage. Pas de bol. C'est normal, comme dit Zakaria Berdic, oui, c'est une anecdote en tout cas très, très sympathique du côté du joueur de Sochaux et en tout cas de ce qui s'est passé dans les matchs, autour des matchs amicaux, en tous les cas du côté de Fribourg. Vous l'aurez bien compris, donc vous allez faire un petit tour du côté de Fribourg. Vous pouvez rencontrer des gens peut-être un petit peu moins habillés, comme le dit si bien Zakaria Berdic. Donc les Sochaliens n'ont pas joué ce week-end, mais ils vont jouer le week-end prochain. Ce sera du côté du Paris FC. Paris FC qui est actuellement
en 6e position et qui vient de s'incliner du côté de Nîmes 2-1. Avec des buts signés, comme d'habitude, on va dire. Hein. Umut Bozok à la 67e. Et également Renaud Ripard à la 90e. Et c'est Noman Janahari qui avait réduit le score pour cette équipe du Paris FC. Mais les Sochaliens devront faire un gros match pour aller s'imposer du côté de Paris. Car cette équipe est 6e, comme on le rappelait. Sochaux est 10e avec 43 points. Mais en tout cas, ce match reporté contre Auxerre, alors je ne sais pas si vous êtes de mon avis ou pas. Si vous êtes de l'avis contraire, vous pouvez appeler au 03 81 50 67 51. Moi, je pense que ça va faire du bien à cette équipe de Sochalienne. Ça va la faire, même si souvent on dit qu'il faut des matchs aussi pour ne pas casser le rythme et tout. Mais je pense que cette équipe sochalienne, ça va lui faire du bien sur le plan, je pense, physique. Elle va pouvoir récupérer un petit peu et être peut-être un petit peu plus de fraîcheur pour affronter cette équipe parisienne samedi prochain. C'est samedi, donc 10 mars à partir de 15h. Oui, Fred. Et puis le match contre Auxerre, c'est mardi prochain à 18h45, le 13. C'est ça, donc, c'est mardi ça. 13. Le match a été reporté à ce mardi 13. Allez, quelques petites infos. Justement, le match reporté, comme tu le disais, à 18h45. Je prends l'accent du Sud, à 45. Alors, c'est moi qui vais prendre l'accent la semaine prochaine, au passage. Comment ? Un petit accent pendant 2-3 jours. Là, On va choper un petit accent. Pourquoi un petit accent ? Un peu cher. Hein. Allez, on passe à la semaine d'entraînement. Tiens, si vous voulez aller du côté du stade Wembley ou Chabot, ou là où s'entraînent les Sochaliens. Donc, aujourd'hui, c'était à 15h. Hein, donc, maintenant, c'est terminé. Ce mardi, ça sera à 10h. Mercredi à 10h. Jeudi à 15h. Vendredi à 13h30. Et puis samedi, match à 15h, comme on vous l'a dit tout à l'heure, face au Paris FC. Et dimanche, décrassage, ce sera à partir de 10h. Allez, comme on vous l'a dit, oui, ce week-end, à cause des conditions météorologiques difficiles, il n'y a que les U17 du FCSM qui étaient sur les terrains. C'est pour ça qu'Alexis, ce soir, n'est pas présent avec nous pour justement nous relater ce qui s'est passé dans les différents matchs, parce que tous les matchs ont été annulé, mais eux, ils avaient un match amical remporté sur un gros score face au U19 du FC Mulhouse, 5-1. Comme je vous l'ai dit, toutes les autres équipes du centre de formation ont vu leur match reporté. Même en National 3, le match face au CA Pontarlier a été reporté à cause des mauvaises conditions. En U19 nationaux, c'était face à l'US Torcy, c'était reporté également. En U17 nationaux amical. FC Mulhouse U19, justement, on vous l'a dit, victoire 5-1. On ne vous a pas dit de donner les buteurs, on va vous les donner. Un triplé d'Alvaro Skelly, un but de Kinsley Kosambia et Cameron Jassoug pour le FCSM. La réaction de l'entraîneur Emmanuel Guicelli, tout ça est tiré du site officiel www.fcsochaux.fr. Alors l'entraîneur dit un match sérieux et appliqué techniquement avec une bonne efficacité offensive. Petit bémol avec un manque de concentration défensive sur les 10 dernières minutes. Et en U15 régionaux, c'est le match face au FC Vesoul qui a été reporté. Alors, on va vous parler de quelque chose. Alors, le centre de formation du FCSM, dans le cadre des échanges avec les clubs du district et le district de football Doubs Territoire de Belfort, accueillera le lundi 5 mars une séance spécifique pour les gardiens. La séance a lieu en ce moment même de 18h45 à 20h, mais elle était ouverte aux gardiens et gardiennes de but U9, donc nés en 2009, U10 nés en 2008, U11 nés en 2007 et U12 nés en 2006 et U13 nés en 2005. Donc dépêchez-vous, il vous reste un peu de temps vu qu'il est déjà 19h20. Vous avez jusqu'à 20h pour vous présenter au centre de formation. Oui, Fred, tu veux me dire quelque chose ? Oui. Je crois qu'on va peut-être parler des programmes de l'actualité régionale, vu que nous sommes à court de programme ce soir. À court de programme, c'est-à-dire ? Mais non, on n'est jamais à court de programme. On va parler, bien sûr, on va parler du handball. Et vas-y, tu veux t'y coller au handball ? On va parler au football, peut-être. On va continuer le football tout d'abord. Allez, parle-nous du football. Alors, qu'est-ce qui va se passer le week-end prochain ? Déjà, en National 3, ce week-end, il n'y a pas eu de match pour cause de mauvais temps. Donc. Alors déjà, il y a eu quand même un résultat de National 2, profitant que les autres clubs n'ont pas joué. Le Jura Sud s'est imposé en l'étape 3-0. Donc le Jura Sud est 4e avec 34 points, à 1 point du podium du 3e Villefranche, à 5 points du FC Annecy qui est 2e et à 7 points du leader Andrézieux. Donc tout est encore jouable pour Jura Sud. Et d'ailleurs, mercredi,
Ils joueront un autre match en retard à Montsolémine à 20h. Et samedi à 18h, Jura Sud recevra Yzeure et l'ASM Belfort, lui, se déplacera du côté du Puy-en-Velay. Eh bien, joli programme en tous les cas. Maintenant en National 3, donc, comme je viens de le préciser, donc, il n'y avait pas de match donc, samedi et hier. Donc la prochaine journée sera samedi à 18h. Avec d'abord le Besançon Foot qui reçoit la réserve de la JOCR. D'ailleurs, le Besançon Foot joue en ce moment un match amical au PSB contre le CA Pontarlier. Le CA Pontarlier qui ne jouera pas ce week-end puisqu'il est exempt. Le Racing Besançon se déplacera du côté de la réserve du FCSM. Je pense qu'on en reparlera lundi prochain avec Alexis. Tandis que le SC Clémenceau recevra Saint-Apollinaire, donc ce samedi, toujours à 18h. Et dimanche à 15h, 2 matchs qui concernent 2 clubs franc-comtois. Jura de Aulois qui se déplacera du côté de Quetigny et l'US Saint-Vite recevra Louan-Cuiseaux. Eh bien, c'est un beau programme en ce qui concerne... En ce qui concerne ce qui va se passer notamment en National 2, National 3, un petit peu partout pour les week-ends prochains. Samedi, hein. Donc tu seras du côté de Sochaux, moi j'espère être du côté du Besançon football. Ça sera les Auxerrois. Au stade Léo-Lagrange, oui, on espère voir une belle rencontre. Alors on a un petit souci, on vous le dit, en ce qui concerne Aurélien Fèvre. Il y a un petit imprévu de dernière minute, donc... On essaiera sans doute d'enregistrer à la fin de cette émission. On essaiera de l'avoir pour enregistrer. Oui, Fred. D'ailleurs, qui a connu déjà la Ligue 2 avec le Racing Besançon, justement, au passage. Oui, c'est vrai qu'il a connu la Ligue 2 avec le Racing Besançon. Donc, justement, on parlera aussi du Racing Besançon, mais je pense qu'on fera ça en enregistré. Peut-être en différé, donc. Oui, en différé. Et bien sûr, on le repassera sur les réseaux sociaux. On va continuer plutôt. On n'a pas fini. On va passer au handball cette fois-ci, car il y avait du handball ce week-end. On va commencer en égalant. On va commencer par les filles. C'était ce samedi du côté du Palais des Sports. Les filles de l'ESBF recevaient l'équipe de Bourg-de-Péage. Bourg-de-Péage coaché par l'ancien entraîneur de l'ESBF, Camille Comte, et qui fait une belle saison. Et Bourg-de-Péage qui avait battu à l'aller l'ESBF. L'ESBF avait pour obligation, on va dire, de ramener quelque chose, en tout cas de battre cette équipe de Bourg-de-Péage, car elles avaient fait un excellent match contre Metz, qu'elles avaient perdu d'un petit but. Elles avaient perdu ensuite au Palais des Sports contre Nantes. Elles s'étaient inclinées d'un but du côté de Nice 24-23, alors qu'elles avaient mené tout au long de la rencontre. Et face à Bourg-de-Péage, on a vu une équipe de l'ESBF appliquée, sérieuse, et qui n'a laissé quasiment aucune chance à cette équipe de Bourg-de-Péage. Et l'ESBF va s'imposer en tous les cas 31-23. Donc pour le moment au classement, l'ESBF est 6e avec 35 points. Donc on espère qu'elles vont... justement, il leur reste 3 matchs, Fleury, Dijon, et puis également le dernier match qui aura lieu le 31 mars du côté du Palais des Sports. On espère que vous serez nombreuses et nombreux pour venir suivre cette rencontre et soutenir les rouges, on va dire ça comme ça, les rouges, elles sont toutes en rouge, les filles. De Pâques, ça attirera du monde. On espère, il faut. Pascal, bien sûr, bien évidemment, il faut que ça soit plein. Et on va écouter justement la réaction de Laurence Bram, qui a fait aussi également un excellent match avec les arrêts de la gardienne Zeljana. Moi, j'espère que je l'ai bien dit, Stojak, qui a fait des merveilles. Ça, oui. Oui, qui a fait des merveilles dans les buts, et également Chloé Bouquet, qui a été, en tout cas, qui a marqué 7 buts dans cette rencontre. Et tout de suite, on écoute Laurence Bram. Avec Laurence Bram, après la victoire de l'ESBF sur Bourg-de-Péage 31-23, vous êtes enfin récompensé. Après, c'est vrai, le match perdu contre Nantes et le match perdu à Nice. Oui, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on recherchait à nous avec la victoire. Galérer un petit peu, que ce soit à Metz à domicile, on perd un but alors qu'on fait un super match. Après, Nantes et Nice, c'est un peu moins bien, mais quand même, on aurait dû gagner, donc extrêmement frustré. Et puis on a remis tous les ingrédients qu'il fallait et je suis contente qu'on ait réussi à faire ça ce soir parce que ça fait vraiment du bien. C'est ça qui a fait la différence, le début de seconde période aussi. Oui, c'est ça, c'est que notre problème, c'est que dans un match, il y a toujours un petit moment de mou et il fallait qu'on restreigne ce moment de mou, quitte à le zapper. Et en deuxième mi-temps, on l'a pas trop eu, un petit peu quand ils ont sorti la 2-4 ou même la stricte. Non, pardon, la stricte, ça nous a un petit peu embêté, mais on est quand même resté sereine
Et on a réussi à garder l'écart et pas se faire remonter, donc c'est super positif. Alors, il reste 3 matchs maintenant, Fleury, Dijon et Chambray également. Bon, maintenant, faut en gagner le maximum. Ah non, mais l'objectif, c'est de gagner les 3 sur 3, mais on va prendre match après match parce que si on se projette trop après, ça peut nous sortir de l'instant présent. Il faut qu'on reste dans l'instant présent. Donc aujourd'hui, là, on va profiter de la victoire qui nous fait du bien. Puis lundi, on va revenir au travail et on va essayer on va faire les 3 victoires sur les 3 derniers matchs. C'est l'objectif. On l'espère. On va faire les 3 victoires sur les 3 derniers matchs. Eh ben, c'est tout le bien qu'on souhaite à cette équipe de l'ESBF, on l'espère en tout cas. Car l'équipe de Soyons Sport est bien sûr, on est derrière les filles, on est souvent là au Palais des Sports pour les suivre, pour les soutenir et pour les encourager également. Les filles de Raphaël Tervel et Sandrine Mario Delers, on espère qu'elles vont pouvoir décrocher les playoffs. Et ça commence, on va vous dire ça tout de suite. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit ou est-ce qu'on en a déjà parlé. Non, on ne vous l'a pas dit. Alors, on va vous dire les matchs qui restent. Alors, la 20e journée aura lieu donc ce 17 mars à partir de 19h. Le SBF se déplacera du côté de Fleury-Loiret. La 21e journée, ça sera un derby. Bon, même si on peut... Si c'est Grèce quand même un derby, mais bon, même si c'est la même région, Bourgogne-Franche-Comté, car le SBF se déplacera du côté de Dijon. Ça sera le 28 mars à partir de 20h. Et la dernière journée, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sera la 22e journée qui aura lieu du côté de Besançon, du Palais des Sports Gagny-Yalouz. On espère vous voir nombreux et nombreux. Ça sera le 31 mars à 20h où le SBF recevra l'équipe de Chambray. Donc un joli programme, 3 victoires. 3 victoires sur Fred, allez 3 victoires, on mise là-dessus ? Allez 3 victoires. Allez 3 victoires et on va écouter tout de suite Camille Comte, l'ex-entraîneur de l'ESBF qui est resté quelques saisons du côté de l'ESB et qui a eu aussi sous sa coupe les joueuses qui ont affronté son équipe de Bourg-de-Péage. C'était ce samedi, en tout cas c'était un très bon moment passé avec l'entraîneur de Bourg-de-Péage. Entraîneur de Bourg-de-Péage, mais qui connaît bien le SBF. Bon, défaite ce soir. Quel est le sentiment qui vous anime juste après cette rencontre ? J'ai l'impression que Besançon a vraiment fait le match dont elles avaient besoin. Voilà, et elles ont vraiment eu les attitudes. Et ce soir, c'était difficile de lutter contre Besançon. Nous sommes une équipe promue et Besançon qui avait les crocs, donc voilà, chez elle. Bon, c'est une marge qui est encore un peu haute pour nous, quoi, c'est sûr. C'est vrai que le SBF a toujours un petit coup de mou, là, ce soir, ils ne l'ont pas eu. Non, elles l'ont pas eu, mais on sent que ce match leur a fait du bien. Il y a encore des périodes où elles jouent encore un peu avec la peur au ventre, mais on n'a pas su en profiter. Ça a été assez court, elles n'ont pas douté très longtemps et on n'a pas réussi à les faire douter très longtemps. Donc je pense qu'on n'a pas vraiment réussi notre match de petits poussés qui arrive à perturber les bonnes équipes de ce championnat. Bon, maintenant... c'est pas un match qu'on avait ciblé forcément et on sait que là on est en train de bien se placer pour les play-downs dans un classement intéressant et il nous reste 3 matchs dont 2 à domicile et bon voilà, notre championnat c'est celui-là. Pourtant vous en avez bousculé quand même quelques-unes cette saison. Oui, c'est ça, on a fait des exploits mais le principe de la surprise c'est que c'est pas tous les week-ends quoi. Donc ça n'a pas été à Besançon l'exploit de gagner ici. Bon ben voilà, on en a fait beaucoup déjà cette année. Je suis déjà très fier de mes joueuses sur le parcours qu'elles font ce soir. Voilà, un petit peu des regrets parce qu'on ne fait pas un match très appliqué, très constant. Mais bon, voilà, je pense qu'au final, sur la saison, on pourra être très fiers de notre parcours. C'est une équipe qui monte aussi en puissance. Justement, après le match contre le SBF, le match aller où le SBF avait perdu, on a l'impression que cette équipe est montée régulièrement en puissance. Ouais, déjà avant le match contre le SBF, les semaines qui précédaient, notre match à Fleury, bon, il n'y a pas eu de déclic, ça a été quelque chose de très continu, une progression au fur et à mesure des semaines. Donc voilà, on sait qu'on se prépare pour les playdowns et ça fait un moment qu'on avance, que tous les semaines on a une nouvelle leçon à retenir de notre match du week-end précédent. Donc là, il y en a forcément plusieurs à retenir ce soir. Et voilà, non, mais oui, il y a de la déception parce qu'on perd de 8 buts et t'es jamais content de perdre de 8 buts. Mais c'était pas le match où le championnat allait se jouer ce soir, quoi. Voilà. Oui, puis vous avez quand même formé aussi, vous avez eu quelques joueuses de ce soir qui étaient sous vos rangs à l'époque. Je pense que ça doit faire plaisir aussi. Je suis content pour elles, c'est sûr. Maintenant, je suis coach sur l'autre côté, donc je peux pas me réjouir d'une défaite de Bourg-de-Péage. Par contre, de voir que certaines joueuses prennent du plaisir sur le terrain et c'est des joueuses avec lesquelles j'ai partagé des bons moments, ça fait plaisir. Mais je fais quand même preuve de discernement. Voilà.
Merci beaucoup. Bonne fin de saison. C'était Camille Comte, l'ex-entraîneur de l'ESBF, et aujourd'hui entraîneur de Bourg de Péage. Une interview très sympathique. On espère que pour les play-downs, Bourg de Péage va s'en sortir également, car on a vu une belle équipe, hein, même si le SBF était au-dessus. C'était quand même une équipe qui va toujours de l'avant, et avec des jeunes joueuses, dont les deux sœurs qui se sont rencontrées, Romane Frécon et Alizé Frécon du côté de l'ESBF, qui ont joué les unes contre les autres. Bon, pour le moment... ça fait un partout, hein, parce que Roman avait gagné au match aller avec Bourg de Péage et finalement Alizé s'est imposé avec l'ESBF un partout, balle au centre. C'est ça, hein, Fred? Oui, balle au centre. Allez, on passe. Elles se retrouveront la saison prochaine. Peut-être, après, on ne sait pas. On ne sait pas si. Si Bourg de Péage est moyennement bien classé, quoi. Après, c'est les play-downs. Donc, qui est 10e, Bourg de Péage. Oui, je pense qu'en jouant de la sorte, elle devrait. Je pense que Bourg de Péage devrait s'en sortir sans trop de problèmes. On passe cette fois-ci à une autre équipe, seconde équipe pas la seconde équipe, l'autre équipe de Besançon. C'est le Grand Besançon Doux Handball chez les garçons qui recevait ce vendredi l'équipe de Billière. Et c'est finalement le GBDH qui va s'incliner 32-25 dans cette rencontre où les Byzantins n'ont jamais pu passer leur adversaire, n'ont jamais été en tête dans cette rencontre. Et ils s'inclinent donc de 7 buts. On va dire qu'ils ont lâché la dernière minute, hein, c'était très compliqué. Et finalement, ils s'inclinent 32-25. Bon, quand on joue le maintien, c'est pas forcément bon, mais ce n'est pas terminé. Il y a un second match donc ce vendredi 9 mars à partir de 20h15. Ce sera la 18e journée en Pro League. Et les Byzantins ont besoin de vous, de votre soutien. Donc soyez nombreuses et nombreux au Palais des Sports Gagny-Yalouz, parce que quand on joue le maintien, c'est bien aussi de sentir, même si le public est souvent présent à Besançon, que ce soit pour soutenir les filles de l'ESBF et les garçons du GBDH, mais là, cette équipe a besoin du public pour se sauver, car on peut se sauver bien sûr sur le terrain, mais quand le public est là, quand le public vous pousse, ça vous donne des ailes et ça vous donne l'envie de vous surpasser, de vous dépasser. Et en tous les cas, cette équipe, elle en a bien besoin, les hommes d'Alain Porte. Et on espère qu'ils vont faire l'exploit de battre cette équipe de Dijon, hein, entraînée par Jackson Richardson. Donc ça va être une équipe aussi, je crois. Hein, regarde, hein, mais il me semble, hein, je me suis pas trompé. Regarde, allez, redis-moi si jamais je me suis trompé. Alors là, je vais me faire fouetter en place publique du côté de la place de la. En plus, oui, attention, c'est ça. Hein, c'est pas. Du c'est côté, pas n'importe qui. Je me ferai fouetter du côté de la place de la Révolution. Mais en tout cas, cette équipe de Dijon, qui est bien classée dans ce championnat de Pro League cette saison, car l'équipe de Dijon est actuellement en deuxième position, derrière à 5 points de Istres. Hein, Dijon à 23 points et Istres à 28 points. Donc ça va être, c'est certain. C'est bien lui qui a entraîné le Dijon Métropole Handball. C'est ça, parce que ça a changé. C'est Dijon Métropole Handball maintenant. Ça a changé l'année dernière. Pour être c'est ça. Avant c'était le DBH. Le DBH, c'est DMH maintenant. Voilà, maintenant c'est DMH. Maintenant toutes les villes deviennent métropoles, ou comme le Grand Besançon. Avant c'est le SBM. Maintenant c'est devenu le GBDH. Avant c'est le Dijon Bourgogne Handball. C'est ça. Donc ça change un peu au gré des. En fait maintenant c'est des métropoles et c'est beaucoup plus grand et en tout cas cette équipe Palais des Sports a 4000 places à Dijon. Oui, ça équivaut un peu au Palais des Sports ici à Besançon, oui. C'est un peu pareil, mais en tout cas j'espère que les 4000 places seront prises. Je crois qu'il y a les Dijonnais qui doivent jouer dans le même stade. Oui, le CDB joue pareil. Il joue au même endroit, il me semble. Après, je n'habite pas Dijon, mais en tous les cas, je pense que si jamais il y a des Dijonnais qui nous écoutent, eh bien, ils pourront nous dire si c'est vrai, si les deux clubs jouent au même endroit, mais je pense que le club masculin va fêter dans 2 ans ses 60 ans d'existence à Dijon. On espère en tout cas que le GBDH... Alors que le club féminin a peine une petite vingtaine d'années seulement, de 1996. Oui, le club féminin qui est en tout cas dans cette ligue féminine également, qui lui a été amputé de quelques points par une décision de la commission contentieuse de la CNCG. Hein, ça équivaut à la DNCG en ce qui concerne le football. Le club a été
a été sanctionné de moins 5 points au classement. Et c'est pour ça que le Cercle Dijon-Bourgogne est actuellement dernier, 12e position avec 20 points du côté des filles. Mais en tout cas, pour revenir aux garçons, on espère que vous serez présentes et présents du côté du Palais des Sports pour suivre cette rencontre. Nous, on y sera. Fred, tu y seras, toi ? Quand est-ce, pardon, excuse-moi. Oh, d'accord, ça, je te remercie. Ah bah ça, c'est sympa. C'est sympa. sympa. Un peu distrait. Hein, le garçon, il suit pas, là. Ah bah si, je suis garçon, mais c'est ce vendredi. Non, mais tu n'as pas suivi ce que j'ai dit, mais c'est sympa. Excuse-moi. Ça sera ce vendredi 9 mars à 20h15. Ah bah j'y serai, bien sûr. Tu y seras, eh bien écoute, on y sera alors. Ah oui, on y sera tous. Ils vont gagner. Ah bah j'espère. Hein. Ouais, ils vont gagner. Allez, ils vont battre Dijon. De toute façon, il faudra forcément battre des gros pour. Le maintien, ça va être, contre les Dijonnais, ça va être. Ah bah ça va être compliqué. Hein. Ils sont 2e au classement, donc. On aura sûrement discuté un petit coup avec le coach dijonnais. Bah on espère s'il est pas trop. Moi pour le féliciter pour sa carrière et puis tout ce qu'il fait avec. S'il n'est pas trop accaparé, on essaiera de faire une petite interview. S'il n'y a pas trop de. Autrement, s'il n'y a pas trop de monde autour, après on verra. Je pense qu'il y aura du monde qui vont le voir sûrement, oui. Bah je pense. Bon, ça fait déjà plusieurs fois qu'il vient à Besançon, mais en tout cas ça va être sympa de le rencontrer. Eh bien, on en a terminé avec cette émission. On essaiera d'avoir Aurélien Fèvre en différé. On enregistrera tout ça. Et puis, on passera peut-être une interview la semaine prochaine. Puis, non, on le mettra sur les réseaux sociaux dès demain ou ce soir. Enfin, on verra. Ça dépend. Peut-être demain dans les émissions de Radio Shalom. Ça dépend. Donc, on s'excuse encore pour le retard de l'émission. Ça a été compliqué. D'ailleurs, ça a tout décalé. Ça a décalé notre interview aussi également. Donc, ça a été compliqué. Donc, on vous présente toutes nos excuses et on se retrouvera donc la semaine prochaine en espérant que le match aura bien lieu. Je pense que ça devrait aller du côté du Paris FC. Je pense qu'on va avoir. Au stade Charletti. C'est ça, au stade Charletti, pour le générique de fin. Et puis, on vous retrouvera. Dans 15 jours pour moi, la semaine prochaine. Oui, c'est ça, tu ne seras pas là. La semaine prochaine, on aura comme invité le président du Racing Besançon, Roland Girard, qui nous fait l'amitié de venir. Qui nous fera un peu la promotion pour le match tant attendu contre Pontarlier. Oui, on parlera on parlera du match de Sochaux, de Pontarlier, on parlera du Racing Besançon, du nouveau projet, enfin bref. Un tas de questions vont lui être posées et puis on espère que vous toutes et tous si vous avez des questions à poser, vous pourrez les poser avant ou même pendant l'émission puisque on pourra prendre du monde en ligne, donc n'hésitez pas à venir poser vos questions, on en reparlera sur les réseaux sociaux, vous le verrez. Donc maintenant, on va se quitter. On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. On se donne rendez-vous vendredi soir du côté du Palais des Sports pour venir suivre un grand Besançon de handball face au Dijon Métropole Handball. C'est bon, on a tout dit. Et puis on se retrouve lundi prochain, même lieu, même heure. On espère qu'il n'y aura pas de retard cette fois-ci. Puis ce week-end sur les terrains de football aussi, à Sochaux ou à Besançon. À Sochaux ou à Besançon, c'est vrai. Eh bien, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine et on se retrouve lundi prochain, même heure, même lieu. Merci.